Nucib, île dans l'île, est aussi appelée l'île au parfum, pour les nombreuses plantations d'ylang-ylang. Ses 70 000 habitants y vivent une réalité contrastée. Le tourisme qui s'y est développé depuis quelques décennies a amené beaucoup d'argent permettant le développement d'infrastructures, mais également de nombreux maux. Inflation, trafic en tout genre, accroissement des inégalités sociales. Beaucoup reste encore à faire pour les plus modestes et surtout sur le champ de la protection de l'enfance et des femmes. Se rendre sur la Grande Terre Madagascar nécessite de prendre le bateau jusqu'au port d'Ankif, à moteur ou à voile. Sur la route, une pause à Nusikumb, l'île aux Lémuriens. Une légende malgache dit qu'un jeune enfant avait voulu grimper en haut d'un arbre pour manger du miel. Et l'accident arriva. Il tomba jusqu'au sol. Lorsqu'il se réveilla, il se trouva avec une jambe enrobée dans des plantes. Une fois guéri, il partit dans la forêt remercier ceux qui avaient pris soin de lui et appela « Ouh, ouh, ouh !» Une colonie de lémuriens sortit de la forêt et se tint devant lui. C'étaient ses bienfaiteurs. Il leur dit « Vous avez été envoyés par mes ancêtres pour me soigner. Soyez-en remerciés. Et, je vous le promets, je vous protégerai. » Dans la culture traditionnelle, diverses espèces de lémuriens sont fahadi, tabous ou sacrés. Cette situation tend pourtant à disparaître. Et le contexte socio-économique de ces dernières années entraîne une recrudescence de la chasse aux lémuriens. Chaque instant est ici l'occasion de se confronter à une culture originale qui interroge notre mode de vie déconnecté de la nature. Une parenthèse dans un autre monde, riche de traditions et de simplicité. Après cette halte couleur ocre, débarcation au port d'Ankif, sur la Grande Terre. Ankif est un passage obligé entre Nucib, une des principales destinations touristiques du pays, et la bourgade d'Ambans. Plusieurs milliers de visiteurs y transitent chaque mois en attendant leur bateau. Jusqu'à présent, aucun aménagement
ou investissement ne permet de faire face aux besoins d'une activité économique et d'une démographie en constante augmentation. À Madagascar, l'accès à l'eau potable reste encore faible. Et ce droit humain est davantage menacé en milieu rural. Des millions de personnes sont sans infrastructure d'assainissement. La défécation à l'air libre, le non-traitement des effluents avant rejet dans le milieu naturel, le manque d'hygiène sont autant de facteurs favorisant l'apparition des maladies diarrhéiques. Les conséquences sont l'absentéisme scolaire, l'augmentation des dépenses de santé et la morbidité infantile. Donc là, ici, il y a un mouvement incessant de marchandises avec en même temps des transports de produits dangereux, des aspects de sécurité. Les déchets s'accumulent, inclus dégazages et polluants. Arrivé à Ambans, ville carrefour de 50 000 habitants à vocation agricole et qui s'ouvre au tourisme nature et à l'agrotourisme. Une opportunité d'emploi pour une jeunesse en quête de perspective. Rosie, serveuse à l'hôtel Palmanova, nous raconte. Donc on a un petit style de vie tout simple, comme du genre à puiser de l'eau, juste dans la cour à quelques pas aussi. Et on a beaucoup de gens qui ont leur vie de leur façon, de leur manière. Ça dépend de la situation familiale dont ils sont. Alors moi, j'ai un fils de 7 ans. Et lui, il va à l'école. Il est en classe de 9e. Non, on n'a pas trop robinet, mais on a un puits là. Mais sauf que là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est à vide. On n'a pas assez d'eau. Là, on a la coupure 3 fois par jour, même des fois. Mais au minimum 2 fois, le matin et le soir. Des fois, il coupe aussi. Pour l'hôtel, oui, mais sauf qu'on a le groupe électrogène, donc ça passe quand même. On réserve toujours de l'essence. Et donc, on l'allume. À chaque fois que ça coupe, on branche direct. En fait, j'ai fait mes études à Tana, mais en fait, j'ai pas trop de diplôme au niveau d'études. Alors là, les enfants, je crois que non. En fait, ça dépend de la situation familiale dont ils sont. Si leurs parents ont les moyens ou pas, parce que les gens ici, ils ont chacun son style de vie. Et donc ça, c'est le gros problème ici. En fait, j'ai entendu parler d'une association de filles italiennes qui voulait ouvrir une centre d'orphelinat. Mais le projet n'a pas encore été fait. Je crois que ça va bientôt s'ouvrir. Madagascar vit au rythme du Muramour. Au pays du Muramour, doucement, doucement, la philosophie est de toujours rester cool. Ici, savoir prendre le temps est vraiment une question de savoir-vivre. Tout étranger est confronté tôt ou tard à Madagascar à cette désinvolture locale vis-à-vis du temps qui passe. Un contraste avec notre société aux exigences d'immédiateté. Antara Ariswa, de l'ONG L'Homme et l'Environnement, nous raconte. Partout là, dans la région nord et surtout dans le milieu rural, on ne trouve pas du tout de l'eau potable. Même au centre-ville, d'après une analyse au niveau de l'usine de Jirama, qui est l'eau et l'électricité malgache, qui est de l'eau courante dans la ville d'Ambans, l'eau n'est pas du tout potable. Vous traitez comment? Avec du chlore. Ok. Les femmes et les filles, les petites filles qui vont aller chercher de l'eau à plusieurs kilomètres de son village pour aller chercher de l'eau pour la journée. Et une fois arrivées chez elles,
on va voir la qualité que c'est. Sur un seau de 15 litres, il a des dépôts de boue d'une épaisseur de 10 cm, 5 à 10 cm pour un seau de 15 litres. La vallée du Sambiranu souffre de l'ensablement causé par l'érosion, conséquence directe d'une déforestation intensive. Le grand fleuve Sambiranu est le lieu de nombreuses activités humaines. Il est tout à la fois machine à laver, douche et lieu de défécation. Peu de voitures s'aventurent sur cette route cabossée et boueuse. Elle illustre le réseau routier de la région et elle donne accès à l'une des plus grandes mangroves de Madagascar, dont la superficie est d'environ 26 000 hectares. La vallée du Sambiranu est principalement connue pour ses plantations de cacao. Ces plantations sont entièrement exploitées en agriculture biologique. Plusieurs villages entourés de rizières, de cacaoyers, de cultures de poivre offrent le spectacle coloré de la vie quotidienne du paysan malgache. La piste de sable conduit au village de la forêt sacrée d'Ambik. Ambik est un village de pêcheurs qui vit principalement des ressources offertes par les palétuviers. Tikrile Muhammad Star Astaghfirullah Tikrile Muhammad Star Astaghfirullah Tikrile Muhammad Star Astaghfirullah. À quelques pas se trouve la forêt de palétuviers. Même ici, la mangrove laisse place aux cocotiers. Ces arbres aux grandes échasses qui avancent dans la mer. Aude Caro de l'ONG Blue Venture nous raconte. C'est une zone qui est intéressante parce que c'est en fait la forêt de mangrove dans cette zone, quand je dis cette zone, c'est on va dire le nord de la baie d'Ambanj, la mieux conservée. Des forêts comme ça, avec des arbres qui font plus de 5 mètres, on trouve très rarement en fait dans cette zone. Très probablement parce qu'elles ont été exploitées depuis des temps immémoriaux. Et puis bon, on est aussi dans des conditions pédoclimatiques un peu différentes de ce qu'on trouve en Asie du Sud-Est. Donc à Madagascar, on n'a pas des très grandes forêts de mangroves. Ceci dit, comparé à ce que tu trouves dans la baie du Madjambe, ici on est quand même sur des forêts qui sont particulièrement éparses et peu on va dire, denses. Donc là c'est vraiment on va dire un cas relativement exceptionnel. Le village d'Ambik vit de la pêche et de la production du vin de palmier cocotier, le Trembu. Depuis les années 2000, la pêche au concombre de mer pour le marché asiatique est devenue le nouvel or bleu, et la plupart des jeunes s'y adonnent quotidiennement. Malheureusement, la surpêche a déjà décimé la plupart des stocks à proximité, et ces derniers doivent s'aventurer de plus en plus loin et plonger de plus en plus profond pour gagner leur vie. La pirogue est le seul moyen de rejoindre les différents villages de la baie d'Ambar. Pour s'adapter à la forte salinité,
et à la faible oxygénation du substrat, les palétuviers ont développé un système de racines aériennes qui permettent à ces arbres de vivre sur de véritables pilotis. À l'origine, le terme forêt sacrée, Ala Fahadi, désigne une zone habitée par les esprits des ancêtres où l'exploitation est généralement interdite par les autorités traditionnelles. Et un certain nombre de tabous s'appliquent. Par exemple, ne pas siffler ou ne pas y aller à trois. C'est aussi dans cette baie que l'on observe la plus forte pression de déforestation. Environ 7500 hectares ont été déforestés en 10 ans, soit une réduction de l'ordre de 19%. La déforestation de mangroves est principalement due à la production de charbon de bois. À Madagascar, en général, la disparition des forêts est très liée à la dépendance des familles au bois énergie qui sert à la cuisson des repas. Antafiamadir est le nom donné au site de production du charbon. Les charbonniers nous expliquent que la majorité d'entre eux aimeraient faire autre chose que du charbon, car c'est un métier dur, illégal et dangereux, mais qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou techniques de faire autre chose. À tout moment, ils risquent de se faire confisquer leur production, leur matériel de production, ainsi que leurs biens personnels par les services des eaux et forêts. La production de charbon a connu un boom en 2009, avec l'arrivée massive de migrants de tout le pays, attirés par la découverte de la mine de Grenaver, démantoïde. La plupart n'ont pas fait fortune dans le démantoïde, et ceux qui sont restés se sont tournés vers la production de charbon en utilisant les mangroves à proximité. Madagascar est un hotspot de biodiversité. Resté isolé de l'évolution depuis plus de 150 millions d'années, 80% de sa flore et de sa faune sont endémiques. La vie sauvage de Madagascar est un musée vivant des anciens temps. De nombreuses espèces actuelles ont de proches cousins fossiles dans d'autres continents. « 90% de la superficie forestière a été perdue à Madagascar en 2 siècles. La terre brûle. Et elle continue de brûler. Comment rester insensible à ce désastre humain et écologique ? À Antafiamadir, les hommes charbonnent. Ici, dans un village proche, à Antetezambatu, les femmes reboisent. Marie-Jeanne est la présidente de l'association Démantoïde, du nom de Grenaver. Avec les autres femmes de l'association, elle effectue depuis juin 2013 de la reforestation de mangroves de manière bénévole. Elle collecte les plantules, puis les trie et les plante. Reforester la mangrove est un exercice relativement facile. Les palétuviers se reproduisent par viviparité. La jeune plantule germe sur l'arbre, il s'agit donc de la récolter à temps et de la planter un peu plus loin dans la vase. Elles sont bien conscientes de l'importance cruciale des mangroves pour leur mode de vie et veulent léguer à leurs enfants un écosystème en bonne santé. Elles sont nombreuses, ces femmes qui se mobilisent pour la conservation et la valorisation des ressources naturelles. Réunies, elles cherchent des alternatives pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Antananarive, la capitale de Madagascar, perchée sur les hautes terres centrales, est surnommée Tana. Elle compte environ 2 millions d'habitants et illustre les réalités de nombreuses mégalopoles du Sud. Vie rurale et vie urbaine y coexistent. Venue d'Asie, la riziculture irriguée y tient une place prépondérante. La ville s'est étendue sur des zones marécageuses dédiées aux cultures et à la fabrication de briques pour la construction de maisons. L'urbanisation y est parfois anarchique. Et au-delà des enjeux écologiques, le remblai des zones humides participe à l'augmentation des inondations des bas quartiers pendant la saison des pluies.
Sur le marché se révèle le talent de négociatrice et de comptable des mères de famille. L'immense majorité de la population vivant avec moins de 2 € par jour. Antananarive est aussi un lieu où l'on peut rencontrer des hommes engagés qui luttent contre la pauvreté et qui rendent le respect de soi-même et leur dignité aux plus pauvres. Tel le père Pedro. Son association, Akamasua, recueille les pauvres parmi les plus pauvres, vivant sur les décharges, dans les rues. Elle leur offre un foyer où la scolarisation y est obligatoire. Il y a aussi des pauvres qui sont généreux. Alors voilà, la limite, c'est l'amour. La limite, c'est l'amour. On sera jugé par tout l'amour que nous avons su partager aux personnes autour de nous. Dans notre famille, dans nos voisins et dans toutes les personnes que nous avons vues malheureuses ou les personnes qui avaient besoin de nous. Voilà, le seul critère, je pense, ça sera l'amour que nous avons su partager. Aménagé et navigable depuis 1904, le canal des Pangalan est une suite de lagunes et de cours d'eau qui s'étire sur près de 700 km. À l'est d'Antananarive, 6 heures de voiture sont nécessaires pour y accéder. Avec la voie ferrée, ce sont les seules voies d'accès à la réserve de Vuibul, l'une des dernières forêts littorales. Cette apparente quiétude cache une toute autre réalité. Là encore, la production illicite de charbon, l'exploitation des bois précieux et la prolifération des permis d'exploitation miniers menacent des forêts littorales d'une grande richesse et d'une potentialité touristique qui pourrait pourtant sortir la population de son extrême pauvreté. Si les pandanus côtoient encore les oreilles d'éléphants, les espèces invasives comme le niaouli ou le grevillea menacent pourtant de disparition les dernières forêts littorales. À l'arrivée au village d'Ambodeloche, un comité chante et danse pour accueillir les invités à l'occasion de l'inauguration de l'école et de l'unité de production d'huiles essentielles. Ces structures ont été financées par la ville de Vitrolles suite à des dégâts causés par le cyclone Giovanna en février 2012. Ces appuis sont précieux, compte tenu de la difficulté de créer des emplois et de la richesse dans ces zones reculées. La lutte contre l'illettrisme est également un véritable défi, tant il est vrai que dans ce contexte, les parents préfèrent envoyer les enfants à la pêche ou assurer des corvées plutôt que de les envoyer à l'école. Chaque année, on estime qu'un quart des Malgaches sont exposés aux risques cycloniques, un sujet de plus en plus douloureux avec le dérèglement climatique. Élus et Tangalamen, les chefs coutumiers sont présents pour l'occasion. Le village d'Ambodeloche est l'un des 4 villages limitrophes des 2000 hectares de forêt littorale protégée de Vuibul. Maanch Rakutuvau de l'ONG L'Homme et l'Environnement nous raconte. Ici, c'est à peu près donc contourné par le canal ici. Et on était ici tout à l'heure en Boutourouch. C'était terre aussi. Et là, on est ici à peu près. Là, on entre là. Et que on a 2200 zones de conservation, zones dans le contrat de gestion. Mais dans les 2200 hectares, il y a 800 hectares vraiment de forêt. C'est-à-dire de zones de conservation strictes. Et les autres, par exemple, ici, c'est des zones dégradées. Donc c'est là où on fait les reboisements. Un programme de régénération forestière permet chaque année la production de 90 000 plants d'espèces autochtones destinés à la restauration des zones dégradées.
Et c'est avec cette plante que les chefs traditionnels ils fabriquent la canne. À quelques minutes de la forêt, le village d'Andra Nukudic accueille régulièrement des visiteurs. Ils peuvent y visiter un écomusée et jusqu'au passage du cyclone, on pouvait y découvrir la 3e unité de distillation du niaouli. Cette peste végétale est transformée en huile essentielle pour guérir les affections respiratoires. Après ce cheminement dans des réalités étonnantes, on ne peut s'empêcher d'être songeur à l'idée que la biodiversité unique de Madagascar soit aussi menacée par des pratiques néfastes liées à l'extrême pauvreté. Les besoins sont immenses et les solutions existent. Pour les mettre en œuvre, une seule issue, l'éducation et la solidarité. Mantantina, Oiseia, Noia Fara, Gaga Gaga, Sibi Ena Ena, Niuluna, Awantana, Mazara Moatu.